Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Lassène, qui est un commerçant de mon quartier et que je souhaitais mettre en valeur pour son super travail. C'est en fait le propriétaire d'un restaurant de burgers à Boulogne-Billancourt en Île-de-France, au 21 rue des Quatre Cheminées. Donc Drop Burgers, le restaurant. Donc c'est vraiment peut-être les meilleurs burgers que j'ai jamais mangés et je pense que beaucoup d'habitants de Boulogne pourraient en témoigner. Donc bonjour la Seine, Salut Vincent. ça va? Bah écoute, super. En pleine forme et toi? Génial, génial. Bah écoute, merci d'être venu pour nous parler de ton parcours entrepreneurial. Ce que je te propose, c'est peut-être justement présenter un peu ton chemin de vie avant Drop Burgers à nos Ok. auditrices et nos auditeurs et nous parler des origines de ton projet. Ok, bah moi je m'appelle Larsen, avec un H, parce que assez compliqué à prononcer en français. Je suis né en 1991 à Issy-Moulineaux, donc j'ai toujours vécu dans l'Ouest parisien. J'ai grandi à Boulogne-Billancourt. J'ai fait tout mon cursus scolaire à Boulogne. J'ai arrêté l'école après le bac, malgré moi. En fait, ça a été une décision difficile parce que je voulais vraiment continuer les études, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aide parce qu'en fait mon père une épicerie, une alimentation générale, et dans les années 2010, ça a été très 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 compliqué pour lui. Je le voyais travailler très dur, je le voyais faire 12, 13 heures, 14 heures par jour de boulot. Il avait plus de 60 ans. Donc, compliqué de rester à l'école et de me dire que je suis au chaud, et lui, il travaille 12, 13 heures par jour. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Je suis parti le rejoindre au boulot, à l'épicerie. Et ça a été une très bonne et une mauvaise expérience à la fois, parce que tout simplement, bonne expérience humaine, j'ai énormément appris. Tu sais, dans une alimentation générale, tu rencontres beaucoup de gens différents. Donc ça a été une très bonne expérience, mais une très mauvaise expérience d'un point de vue entrepreneurial, parce que tu vois clairement le modèle en train de s'écrouler. Tu vois vraiment la concurrence des supermarchés qui sont venus envahir les centres-villes. Et, et donc, ça a été, tu as un sentiment d'impuissance à ce moment-là, et mais sans aucun regret. Enfin, j'ai arrêté l'école, mais sans aucun regret. Moralement, je me sentais bien parce que je me suis dit, je l'ai aidé et je l'ai accompagné pendant 2 ans. Je l'ai allégé, du travail, des charges de travail au quotidien. Et oui, ça a été une bonne expérience. Après ça, bon, on est parti à la retraite, on a fermé l'épicerie. Ça a été compliqué. Enfin, 40 ans d'activité, voilà, balayée par la concurrence. Et j'ai enchaîné sur de l'événementiel. Là, vraiment, je me suis épanoui. On louait des machines, en fait, des machines photo qu'on louait pour les mariages, qu'on louait pour les inaugurations de boutiques, sur plein d'événements, en fait, sur des salons, des foires, etc. Et c'était super parce que on était toujours dans un endroit différent, on rencontrait plein de gens, et c'était vraiment super, une très très bonne expérience. Et en 2000, donc ça a duré de 2012 à 2019. Et après, je me suis dit, bah écoute, je vais me lancer dans la restauration. Je me suis marié en 2018 et j'ai dit à ma femme, écoute, je pense que c'est le moment de faire un petit concept de food. euh, et donc, on prend le local en 2020. Et ce qui est marrant, c'est qu'on commence à faire les travaux en mars, et 2 semaines après, ils nous disent, on voit l'annonce de Bruno Le Maire qui dit, et de Macron, voilà, confinement, euh, et on s'est retrouvé vraiment dans une situation hyper compliquée. Et donc voilà tout, hein. Enfin, jusqu'aux travaux avant le Covid. Voilà un peu mon parcours. Ah, dur. Et quand tu parles à ta femme du fait d'ouvrir une affaire, c'était une grosse prise de risque parce que je pense que tu étais en CDI, salarié. Ouais. Euh,
comment, enfin, ça a été accueilli, même toi, comment tu t'es convaincu que c'était la bonne décision, et après, pour trouver le local et le financer, alors peut-être que vous aviez les fonds propres, je sais pas, comment, voilà, tout ça s'est fait. Bah alors, c'est vrai que ça a été compliqué parce que c'est toujours difficile de quitter son confort. Tu sais, quand t'es salarié, t'as tes congés payés, tu travailles, t'as tes horaires fixes, et c'est vrai que tu vis une vie, voilà, t'as pas le stress du quotidien, t'as pas les papiers, les imprévus, etc. Tu viens, tu fais ton taf et tu rentres à la maison. Donc c'est vrai que ça a été toujours, enfin c'est toujours compliqué. On a une culture salariale en France, on n'a pas une culture entrepreneuriale, même à l'école en général, on a du mal avec, on nous apprend pas à devenir entrepreneur. Mais moi, la chance que j'ai eue, comme je t'ai dit, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir travaillé dans un commerce. Et j'ai vu mon père toute sa vie être indépendant. Et j'ai toujours été attiré par cette indépendance-là. Et donc ma femme, ça fait des années en fait qu'on en a parlé. Et je lui ai toujours dit, enfin, elle a toujours su qu'un jour j'allais franchir le pas. Et, euh, et donc voilà, et ça c'est, en fait, ça arrivait naturellement. On s'est dit que c'était le bon moment. Et les banques hyper compliqué, surtout à cette période-là, parce que moi j'avais déposé des dossiers, j'ai pas eu de réponse favorable. Ouais, quoi, écoute, super, ouais, c'est super bien ce que tu veux faire, mais c'est compliqué parce qu'il y a eu énormément de défauts de paiement. Tu sais, dans le milieu de la restauration, c'est un milieu qui est très compliqué, il y a énormément de turnover, Ouais, ouais, ouais. et donc Il y a beaucoup d'affaires qui se montent et qui ferment, ouais. et voilà, voilà. Et quand toi t'arrives, t'as 27 ans, tu leur dis, écoute, je vais faire du burger, je vais ouvrir un restaurant à Boulogne, etc. Ouais, parce qu'en Donc ils plus, te t'avais disent, ouais, aucune expérience dans la restauration ni dans le burger. non, des extras, parce que j'ai un oncle à moi qui a un restaurant traditionnel, donc ça m'est arrivé de faire des extras chez lui. Mais voilà, y a pas d'expérience, y a pas d'expérience de gestion, de management, voilà, j'en avais aucune. Et et donc ça a été très compliqué de convaincre une banque de te suivre. Et on s'est Mais dit, bah, comment on t'as va le fait faire en justement? autofinancement, Excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce que c'est un point bien hyper sûr. important de la discussion et intéressant. Comment t'as fait pour convaincre une banque? Alors a priori t'as réussi, tu vas nous dire comment. Mais là, si je résume la situation, pas suffisamment d'argent pour voilà prendre le local tout seul. T'as pas 10 ans dans le burger ou dans la gestion de restaurant. On va dire que tu as peu d'avantages à présenter. Donc, comment tu as fait pour concrètement valoriser ton dossier et convaincre une banque en partant de si loin? Et quand je dis ça, c'est un compliment en fait parce que c'était pas gagné quoi. Alors moi c'est simple, je leur ai dit que j'étais prêt à mettre, on était en commun accord avec ma femme, on était prêt à mettre tapis, clairement, toutes nos économies dans le restaurant. Et c'est vrai que la somme qu'on réclamait, enfin malheureusement c'était, ils nous ont dit clairement non, voilà, oubliez, on vous financera pas la totalité de votre commerce. Mais le fait, moi j'ai trouvé un compromis. Ça veut dire que je leur ai dit ok, ok, on finance une partie des travaux et moi je m'occupe du reste. Voilà, j'ai chiffré à temps, ça coûte tant, j'ai fait faire des devis par une entreprise pour les travaux, j'ai fait faire des devis par un cuisiniste, etc. Et donc, je leur ai dit, moi, je suis prêt à prendre en charge, j'ai les moyens de prendre en charge cette somme-là. Par contre, il me faut un accompagnement pour le reste. Et donc, le gars, super sympa, jeune, je suis tombé sur un gars très jeune et un passionné de la bouffe. Et donc, il connaissait bien le marché de la restauration, il voyait, c'était ça un peu la chance que j'ai eue, il a vu le changement de consommation, il voit un peu surtout beaucoup plus accentué après le Covid, la livraison, la vente à emporter, etc. Et il voit le truc, il connaissait, tu vois, il avait vu des beaux restaurants, des beaux succès, hein, clairement. Et il me dit, écoute, moi j'y crois. Je peux pas, à titre personnel, parce qu'il a des comptes à rendre, je peux pas te financer la totalité, mais je peux faire quelque chose pour te financer une partie de tes travaux. Je dis, écoute, bah nickel, c'est super. Et sauf que bah mon épargne plus l'argent de la banque suffisait pas clairement pour ouvrir le restaurant. C'était pas assez. C'était pas assez. Et donc il a fallu faire preuve d'imagination. Donc on a fait les travaux, on est allé au plus simple.
On n'est pas allé, on n'a pas pu prendre le mobilier qu'on voulait, on n'a pas pu faire le comptoir genre sur mesure qu'on voulait faire. Il a fallu énormément improviser. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que enfin, l'investissement le plus important, c'était la cuisine, le moteur. Voilà, il a fallu avoir du très bon matériel. Après le reste, on a vraiment fait freestyle. On a ouvert tel que c'était. On n'a pas fait de gros travaux. On n'a pas fait. On est resté brut en fait. Malgré nous, hein. Moi, je voulais vraiment faire un super truc très visuel, etc. Et on s'est dit avec ma femme, bah écoute, on ouvre comme ça, c'est pas grave. De toute façon, les gens, c'est le produit qui parle. On verra bien, c'est le produit, c'est le positionnement. Et puis, bah si ça marche, on ferme et on fera des travaux, c'est pas grave. Mais C'est au moins, on aura d'un apport, on pourra plus facilement convaincre la banque si ça fonctionne, de nous suivre pour le reste. Donc c'est voilà tout. c'est une super leçon là, je trouve, en termes entrepreneurial. Tout ce que tu viens de nous dire, c'est que, enfin, je retiens trois choses. La première, c'est que la prise de risque. Alors, chacun a son rapport personnel au risque, hein, et il faut le faire de manière la plus mesurée possible, surtout quand on a une famille et des charges d'âme, on va dire. Mais ta femme et toi, vous avez pris le risque de faire tapis ou en tout cas mettre vos économies dans l'affaire parce que ça a montré aux banquiers que vous y croyez vous-même et qu'il n'y a pas Exactement. de création de valeur, on ne peut pas lancer un projet sans prendre des risques à un moment donné, se mouiller. Le deuxième point que je retiens, c'est le sens de l'adaptation. C'est que ben on voulait quelque chose de telle forme, de telle couleur, de tel standing, et ben on l'a pas, et ben on va faire quand même. Et ça, c'est quelque chose, c'est une gymnastique qu'il faut savoir faire, et encore plus quand on veut lancer des projets. Il y a souvent un peu l'excuse du perfectionniste de se dire ouais, j'ai pas toutes les informations ou j'ai pas tout ce qu'il me faut, donc laisse tomber, je le ferai plus tard. Et tu es vraiment dans cette logique de vaut mieux fait que parfait. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit parfois. Totalement. Et en fait, il vaut mieux lancer une affaire qui va marcher à 80% parce qu'on avait 80% des outils, je schématise, Ouais, exact, c'est plutôt ça. que attendre de lancer son affaire à 100% et globalement, on l'aura jamais ou tardivement, quoi. Bah clairement, c'est clairement ça, mais pour la petite anecdote, je me souviens parce que bon, on a mis la main à la pâte, faut savoir que 80% du restaurant a été peint par ma femme, par exemple. Je sais pas si si tu imagines, si tu enfin quand à chaque fois on a des photos, on les regarde, on les défile, on est mort de rire. Mais on avait passé un super moment, c'était une superbe expérience humaine. Ah oui. Et c'est marrant parce qu'on s'amusait à regarder, tu sais, les petits tutos le roi Merlin pour aller faire du béton ciré. Mais Non franchement, quand je mais discute avec des gars des rends-toi compte, travaux, ouais, c'est génial. Non mais ça c'est un message d'encouragement pour tout le monde. Ils savaient même pas faire de peinture. mais pas du tout. On est parti, mais tu verrais le nombre de pots de peinture qu'on a gâché parce qu'on faisait n'importe quoi au début, mais après on faisait des tutos, béton ciré, on faisait des trucs, on essayait mais vraiment, j'ai acheté une meule, on coupait des plaques de bois, etc. Vraiment, on a fait un truc très freestyle. Moi, je suis super content du résultat, mais vraiment, je suis très content du résultat. Mais bon, après, quand tu vois un peu l'œil amateur, tu te dis que ça n'a pas été fait par des grands professionnels, tu vois. Mais c'était ça le truc, ça avait son charme et on a kiffé le faire. Et je me souviens, on est parti chez ma belle-mère, on est parti manger un dimanche et on se dit, ça, on n'est pas fatigué. Et on part au restaurant et on peint jusqu'à 4 heures 5 heures du matin, tu vois. Ouais. On monte sur l'escabeau. Bon, ma femme, elle maîtrisait bien le béton ciré. Elle est beaucoup plus subtile que moi. Tu Hmm. vois, moi je suis un peu trop brut. Tu sais, je faisais n'importe quoi. Elle me dit, écoute, tu touches à rien. Toi C'est t'es moi dans qui la vais le faire. démolition Juste, plutôt. exactement. Juste reste derrière moi. Je vais monter sur l'escabeau. Voilà, fais attention que je glisse pas parce que là je suis fatigué voilà, il est 3 4 heures mais bon, fais attention. Et donc c'était super marrant, on mettait de la musique, de la funk et c'était parti, on pouvait bosser toute la nuit, tu vois. Mais c'est vraiment une aventure humaine, c'est une Hmm. grosse aventure humaine et de toute façon, j'ai envie de te dire que tu n'as pas le choix, t'es obligé d'improviser, t'es obligé de t'adapter et tu fonctionnes par priorité. Moi, ma priorité, c'était surtout le matériel. Pour moi, le matériel, c'est le nerf de la guerre, c'est le moteur. Après, la carrosserie,
bon, ça se répare, ça se modifie, ça, c'est pas super important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'expérience client. Voilà, aujourd'hui, la restauration, c'est clairement une expérience client. Les gens ont besoin de faire une vidéo pour Instagram, faire un snap, et voilà, un endroit qui est cool, où il y a des belles lumières, il y a une boule disco. Les gens, ils aiment bien ça. Moi aussi, je voulais avoir ça au début. Mais on pouvait pas, on n'avait pas les moyens. On s'est dit, nous, de toute façon, nous, c'est le produit, enfin, l'objectif numéro un, c'est de proposer un très bon produit à un bon prix. Et après, bah, le reste, c'est secondaire, c'est pas grave. Et de toute façon, on va mettre de la musique. Nous, on aime bien ce qu'on fait, donc on va accueillir les gens de la meilleure des manières. On va être nous-mêmes. Et après, enfin, on verra par la suite et on verra ce que ça va donner. C'est tout. On est parti dans cet état d'esprit-là. Et ce que tu disais là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Je trouve ça aussi hyper intéressant. Et quand on remet ça en parallèle avec la vie de salarié, c'est que puisque tu n'as pas le choix, tu vas être obligé de performer et de donner C'est le ça. meilleur avec ce que tu as, de toute façon, parce que c'est tes économies, c'est le projet d'une vie, en tout cas du début de votre vie avec ta femme. Tu C'est peux pas ça. te louper et c'est un peu le côté, c'est l'expression, tu sais, brûler son bateau. Comme ça, Ouais. t'es obligé de partir à la nage, t'as plus le choix, t'es obligé de partir à la nage sur l'île que t'as en face, parce que t'as plus de bouée de bateau à laquelle te raccrocher. Et en fait, c'est ça qui te fait sortir de ta zone de confort. En fait, c'est un peu le coup de pied aux fesses qui fait que ouais, tu peux t'arracher jusqu'à 4 heures du matin et en plus avec le sourire apparemment pour peindre Ouais, toujours. ton restaurant, quoi. Toujours. Et de toute façon, moi, comme je dis toujours à ma femme, je lui dis franchement, au pire des cas, on sera pas à la rue. Au pire, il y a chez ta mère, il y a chez la mienne, tu vois. Tu sais, vraiment, je prenais les choses vraiment, je lui dis, on va prendre les choses toujours de manière positive. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on risque? On n'est pas propriétaire, on risque pas de se faire hypothéquer notre appartement. On est locataire à Boulogne. Au pire, on n'arrive plus à payer le loyer. Bon, on retourne chez nos parents et on se refera. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Ce que je veux dire, on va pas mourir de faim. On a la chance aujourd'hui d'être dans un, voilà, on a de la famille qui travaille, on a des parents, on n'est pas tout seul, tu vois. Donc je me suis dit, au pire, qu'est-ce qu'on risque? On peut que gagner. On peut que gagner. Et en expérience et pourquoi pas professionnellement, parce que c'était ça le but. Mais voilà, je préférais prendre les choses de ce côté-là que de toujours. Si t'as peur et si t'es trop frileux, bah tu feras rien. Tu feras rien et tu vas vivre dans tes regrets et tu vas te dire mais moi j'aurais fait mieux que lui, j'aurais fait mieux qu'un tel. Et en vrai, c'est que des questions sans réponse. Et l'idée c'était on s'en fout, on fait, on est capable de le faire et on verra par la suite. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, on verra. Et puis ça sera une superbe expérience. Et qui réussit du premier coup? Il y en a pas beaucoup qui réussissent du premier coup. Mhm. Et est-ce que tu penses que là, cette soif de réussite et de mener ce projet à bien, c'est comme si alors venger, je sais pas si c'est le mot, mais tu redorais, on va dire, le blason de ton père et même votre blason, puisque c'est votre affaire finalement, puisque Totalement. tu travailles avec lui, qui a un peu coulé. Et voilà, c'est avant tout une histoire de contexte, hein. Je pense que vous n'êtes pas la seule alimentation générale, effectivement, Ah non, toutes, qui en, quasiment qui en a pâti. 90%. Ouais, ouais, il y en a de moins en moins, en tout cas en région parisienne. Et ouais, il y avait un peu une affaire de voilà, il y a eu cet échec entrepreneurial dont j'ai fait partie. Et là, je vais me prouver et je vais peut-être aussi prouver à mon père et à mes proches que voilà, on peut entreprendre, on peut être commerçant et réussir. Exactement. Moi, ma mère, rien à voir. Par exemple, moi, ma mère, elle aime pas prendre de risques. Elle aime bien, voilà, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Mon père, lui, c'est différent. Il adore l'entrepreneuriat, mais même à tous les niveaux. Mais bon, c'est déjà énorme ce qu'il a réussi à faire dans le sens où c'est un immigré marocain. Il est arrivé en 76. Il n'a pas 40 ans, été à il aurait l'école. 40 ans, tu me disais. Il a C'est exactement. Il n'a pas été à l'école. Il a arrêté l'école à 14 ans. Il est parti bosser à Casablanca à 15-16 ans. Donc, enfin, il n'a pas du tout le même parcours que moi. Je me dis, moi, je suis très admiratif de ce qu'il a réussi à faire. Ça veut dire de quitter son pays natal, une culture, une langue, aller dans un autre pays avec une culture très forte, une langue. Quand même, quand tu parles pas le français enfant, c'est très compliqué de l'apprendre plus tard. ah bah oui, oui, c'est une langue En plus difficile. de ça, tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends sur le terrain.
Ouais. Donc c'est très difficile. Tu viens dans le pays où quand même l'administratif, c'est une Non, grosse c'est partie de ton c'est le temps. royaume de l'administratif. Donc, enfin, quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait et je me dis, mais il a fait ça pendant des années, je suis très admiratif. Et je me dis, mais il serait à ma place aujourd'hui, mais il aurait fait, enfin, il aurait réussi, je pense, parce que vraiment avec la force qu'il a, la motivation qu'il a et la persévérance qu'il a, je pense qu'il serait à ma place aujourd'hui. C'est ce qu'il a dire que je vais le faire pour moi et je vais aussi le faire pour lui parce que il sera fier de se dire qu'il a un de ses enfants qui a monté son affaire et qui fait du commerce en tu vois, c'est ça lui dire parce que il voulait mais j'ai pas pu les faire, enfin c'était plus fort que moi, je pouvais pas rester comme ça les bras croisés et me dire qu'il est en train de galérer dans le froid 12-13 heures par jour, tu vois, c'était plus fort que moi, j'arrivais pas et d'un côté bah il culpabilise à cause de moi, il a arrêté l'école. Et le fait de rebondir sur du commerce, bah ça le rend fier et il est heureux et il est au même stade que moi. Tous les soirs il m'appelait. Alors t'as fait combien? Alors t'as eu combien de clients? Comment ça s'est passé? Il donne des conseils, la gestion, fais ci, fais ça. Si tu gagnes 10, tu fais ci. Si tu... ça l'a passionné. Il est très content, il est très fier. Ouais, ce Et qui est chouette, voilà, c'est que oui, il peut être c'est une complet revanche. aussi. C'est une revanche, clairement, c'est une revanche sociale. Exactement, exactement. Et pour revenir à ce que tu me disais par rapport à la côté, oui, c'est clairement ça. C'est en grosse partie, j'avais du mal à dire que on reste sur un échec. Enfin, on reste parce que lui et moi, on reste sur un échec. Tu vois, j'avais du mal à me dire ça, et donc ça a énormément de modèles en fait. Pour rebondir un peu sur le modèle aujourd'hui, et je me suis dit, mais clairement, c'est la guerre des prix. Tu vois, j'ai très vite compris ça. Je me suis dit aujourd'hui, ça sert à rien de faire un produit et de se dire de ne pas le vendre au juste prix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Très tôt, j'ai dit à ma femme, il faut vraiment trouver le positionnement et un positionnement qui est fort. Alors le prix pour moi c'était vraiment important. Il y a le produit bien sûr, il faut qu'il se vende bien, il faut qu'il plaise aux gens, il faut trouver la bonne cible, mais clairement le prix. Parce que aujourd'hui bah c'est le nerf de la guerre. Les grandes entreprises aujourd'hui, c'est celles qui réussissent à proposer le meilleur prix pour un maximum de gens. Et donc nous en tout cas on était en plein dedans. Tu sais dans l'alimentaire, que tu vends du burger ou que tu vendes ou que tu gères une épicerie, c'est de l'alimentaire. Ça veut dire que bon il y en a un là, tu achètes le produit brut, tu le revends, l'autre tu le transformes, tu vois. Mais par contre, c'est la même logique, c'est à combien tu vas le vendre et à qui tu vas le vendre. Et moi personnellement, vu l'emplacement, vu la ville et le quartier, je pouvais pas me permettre de vendre à n'importe quel prix. Et je me souviens quand mon père avait une épicerie, il y avait une voisine qui vendait des produits, tu sais, des meubles d'antiquité qu'elle importait de Chine, etc. Et elle vendait ça super cher. Et elle devenait folle parce qu'elle me disait mais ça marche pas, qu'est-ce que je fais? J'ai énormément de marchandises, regarde les meubles, je les ai achetés à une enfin c'était super cher, je les ai fait importer de Chine, je les ai fait authentifier, le loyer il est très cher, etc. Et ça fonctionne pas. Et moi je lui ai dit, enfin moi j'étais très jeune, tu vois, j'avais 17 ans, 18 ans, et je lui ai dit mais le truc c'est que je pense que c'est pas adapté au quartier en fait. Tu devrais aller dans un autre quartier, tu devrais aller, je sais pas, peut-être à Neuilly, peut-être dans le centre de Paris ou voilà ou dans les quartiers d'artistes, je sais pas moi, mais en tout cas ici c'est très compliqué. Et donc très tôt à 16-17 ans, je me suis dit faut pas faire n'importe quoi, c'est pas que de prendre un local et de vendre directement et de se dire ça va peut-être marcher. Faut vraiment bien analyser le quartier dans lequel on s'implante, la ville et la cible qu'on veut. Et pourquoi l'épicerie a pas survécu? Parce qu'elle était beaucoup trop chère pour les gens du quartier, beaucoup trop cher. Et nous, on pouvait pas vendre moins cher. C'était le produit en lui-même qui coûtait cher. Mais on pouvait pas, ça permettre d'acheter des palettes de lait, par exemple, tu vois. Les laits, on les achetait, je sais pas, par 20. On pouvait pas acheter une palette ou deux comme peut Hmm. faire Carrefour, par exemple, tu vois. Et Ouais, tu donc, peux pas jouer sur le très volume. rapidement, je me suis dit, on peut pas jouer sur le volume, c'est beaucoup trop petit, on n'a pas de stock et on n'a pas la capacité de faire sur je ne sais pas combien d'articles, des milliers d'articles, tu vois. Et je me suis dit, moi, si je fais de la restauration, en tout cas du burger, je vais pas le proposer à un prix exorbitant, tu vois. Voilà, il a fallu bien se prendre la tête pour trouver le bon positionnement. Ça a Mais été le plus ce qui est compliqué. intéressant, c'est que effectivement, tu as eu cette réflexion, alors qu'en anglais on appelle
product market fit, donc c'est en gros l'adéquation entre le produit, le service que tu veux vendre et ton marché. Est-ce que voilà, ils sont bien liés tous les deux? Et souvent en restauration ou en immobilier, on va te dire ouais, le nerf de la guerre, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que boulonner, t'es parti de là où t'étais et c'est pas tant c'est pas un choix d'emplacement que t'as fait parce que l'emplacement entre guillemets il était déjà choisi, c'est plus qu'est-ce que C'est je ça. peux proposer et à quel prix aux gens du coin. T'es parti dans l'autre sens en fait et c'est assez intéressant parce que d'habitude les gens ont plus ok j'ai ce concept pardon j'ai cette idée où est-ce que je peux l'installer avec les clients adéquats autour? Toi, tu as fait l'inverse. C'est j'ai tel client ici, qu'est-ce que je peux leur proposer? C'est ça, exactement. En fait, après parfois, tu sais quand tu lis beaucoup l'actualité, les conseils, quand tu écoutes les conférences de certains, moi je suis pas tout le temps d'accord avec eux. Je suis pas totalement d'accord avec eux dans le sens où euh, c'est beaucoup plus important. En fait, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment mis en avant le côté pragmatique en fait du produit et du prix. C'est-à-dire que j'ai privilégié l'analyse du quartier, le panier moyen, la concurrence, les adresses qui marchent le mieux, et en fonction de ça, moi je me suis fait, enfin mon propre business plan, on va dire, mon propre business plan, et j'ai pas écouté les théoriciens. Voilà. C'est pourquoi je vais te donner un exemple. Moi j'entends toujours, oui, quand tu fais des bons produits, tu transformes, tu fais des produits frais, tu peux pas les vendre pas cher. C'est se mettre une balle dans le pied, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pourquoi pas le vendre à un bon prix? Tu vois? On peut le vendre à un bon prix. Pourquoi forcément toujours, si on transforme tout, le vendre à un prix exorbitant? Enfin, on n'est pas obligé. Je suis pas obligé de respecter cette règle-là. Tu vois? Et de toute manière, j'ai envie de te dire, je dois ne pas la respecter parce que si je veux aujourd'hui exister dans un milieu ultra concurrentiel, comme le milieu déjà dans la restauration rapide en général, il y a énormément d'acteurs. Dans le burger, c'est encore pire, tu vois. T'as quand même, moi au bout de la rue, c'est pas du tout la même cible, mais McDonald's, KFC, il y a tout le monde, il y a Burger King qui est là maintenant, il y a tous les géants américains qui sont là, et il y a un géant aussi français qui commence à arriver, des chaînes de restauration françaises aussi. Et donc c'est très concurrentiel. Le produit, tu le trouves limite dans chaque rue. Et l'idée, c'était de se dire, comment je peux moi me démarquer en fait de ces gens-là? Et bah clairement, si je fais des produits frais de bonne qualité, mais que je les vends à 18 balles, par exemple le menu à 18-20 balles, bah l'expérience elle est gâchée. Ok, super, c'est bien ce qu'il fait, il se casse la tête, il fait tout lui-même, mais quand même ça reste cher quand même, hein. On va y aller qu'une fois de temps en temps, tu vois. Et le reste du temps, bah il va aller au McDo. Parce que la réalité c'est ça, c'est clairement ça, tu vois. Et l'idée, c'était de casser le truc, de se dire, je vais faire de la qualité et je vais la mettre quasiment au même prix que ces gens-là, en fait, que ces marques-là, tu vois. Ouais, et là, enfin, sans parler de prix précis, mais t'es quasiment à des prix de McDo, voire moins cher, parce qu'il y a aussi quelque chose Moins comme cher pour sur les les... signatures, par exemple, de chez McDo qui sont Ouais, à 14-15 balles, moins cher qu'eux, et je suis peut-être 1,50 € plus cher que le Big Mac, ce qui est rien du tout, parce qu'on a beaucoup plus de quantité, tu vois, dans le sandwich, et c'est pas mm. du tout le même sandwich, tu vois. Ouais, et la Mais oui, différence, le c'est positionnement, il est beaucoup plus attractif. bah, c'est clair, et au niveau du goût, alors là, évidemment, ça n'a absolument rien à voir, mais même au niveau de la consistance, moi, je sais qu'un McDo, alors moi, je suis un gros mangeur, je peux m'en Ouais, sortir t'en entre prends deux. 15 et 20 euros au McDo, et j'ai faim 2 heures plus tard, alors que là, chez Drop, je vais pas avoir faim 2 heures plus tard, et alors, moi, juste un menu, c'est limite pour moi, mais en rajoutant un ou deux extras, j'ai pas besoin de reprendre des burgers à côté, etc. Ouais. Ça me suffit largement. Donc là où je veux en venir, c'est que la qualité, elle est gustative, mais même au niveau nutritif, c'est voilà, c'est un vrai steak, c'est du vrai pain, des vrais ingrédients frais comme Ouais, c'est ça, t'en exact. parlais, et ça te fait tenir jusqu'au repas d'après, quoi. C'est un vrai repas. Donc ça n'a absolument rien à voir. Ouais, ouais, et c'est exactement ça. Et moi, c'est sur ça que je me suis basé pour faire mon mode, enfin, pour travailler le modèle. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est simple. J'ai analysé le marché, j'ai analysé les concurrents, et je me suis dit,
enfin, il y en a un seul qui a réussi à conquérir le monde entier, c'est McDo. On peut pas se mentir, c'est McDo. Mais il a pas réussi à le conquérir le monde entier parce que juste avec son menu Big Mac, tu vois, c'est surtout le prix. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut manger au McDonald's. Clairement, tout le monde peut manger au McDonald's. Euh, et dans tous les pays, hein, tu vois. Moi, par exemple, même quand je vais, par exemple, au pays d'origine, au Maroc, les McDonald's, ça cartonne. Et tout le monde y va. Les plus riches comme les moins riches, tu vois. Et je me suis dit, ouais, quand même, leur positionnement, il est bien, tu vois. Ils vendent ça à un prix qui est abordable pour beaucoup de foyers, tu vois. Et je me suis dit, il faut pas perdre de vue ce positionnement tarifaire, tu vois. Et on est parti de ça. Tu vois, une feuille blanche. On a dit voilà, il faudrait pas dépasser ce prix-là. Faudrait plutôt être sur ce prix-là. Et après, bah, avec des produits, bah, comme tu viens de le dire, c'est une viande qu'on hache avant chaque service, c'est des pommes de terre double cuisson, prédécoupées, qu'on fait nous-mêmes, etc. C'est les sauces maison, c'est le pain qu'on se fait livrer tous les matins. Et donc, il y a une chaîne, moi, qui m'avait énormément inspiré, c'est Inadint aux États-Unis. Euh, Enfin, le fondateur lui-même, en fait, j'ai adoré l'histoire du gars. C'est une carte très courte, hein. C'est un burger ou deux burgers maximum. Et par contre, voilà, tout maison, tout, absolument tout maison. Et donc, enfin, ça cartonne aux États-Unis. Ils n'ont pas eu un développement international, tu vois. Ils se sont développés qu'aux États-Unis, énormément sur la côte ouest. Et, euh, et le modèle, c'était exactement celui-là. Et c'était pas cher du tout. Genre, enfin, tu payes 7 dollars le menu, hein, tu vois. C'est pour te dire, c'est vraiment pas cher. Et il fait tout lui-même. Ça, il faisait tout eux-mêmes. Et je me suis dit, on peut le faire, ça. On peut le faire. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire? Pourquoi on devrait constamment vendre ça enfin, deux fois plus cher, tu vois? Et après, bah, enfin, on va rebondir sur les difficultés rencontrées parce que c'est bien gentil de dire je vends pas cher, mais chez les fournisseurs, ils en ont rien à foutre, hein, tu vois. Ils vont pas te dire, oh, écoute, super, je vais te vendre la viande moins cher que chez les autres, hein, tu Ouais, vois. ouais. On revient à la problématique des volumes, on revient Oui, à la de problématique du profit, oui, marché, tu vois. bien sûr. Oui, et Ouais. écoute, c'est une parfaite transition parce que effectivement, je voulais qu'on vienne un peu sur les creux de la vague. Et la première question que j'ai à te poser, tout au Mm. long du podcast, là, on a énormément parlé de ta famille, de tes proches, ton père, ta femme, tes oncles et tantes, chez qui tu Ouais, allais ouais, travailler, etc. ouais, exact. La question que je me posais, c'est voilà, tu as une idée, tu as voulu te lancer, alors que, à nouveau, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper encourageant en fait. T'avais pas de vraie expérience dans la restauration, mis à part Non. tes deux, trois remplacements, là, zéro Ouais, expérience extra, dans ouais. le burger. T'avais monté zéro boîte avant. Quand tu as commencé à en parler à ta femme, alors elle t'épaule, donc je pense que rapidement elle s'est projetée dans le truc, mais comment ça a été accueilli par tes proches et est-ce qu'il y a des proches qui ont entre guillemets essayé de vous décourager, alors sûrement pour vous protéger parce qu'ils avaient peur pour vous, mais comment vous avez géré ça? Comment tu tombes pas dans le découragement quand tu as des gens autour de toi qui t'aiment et que t'aimes, qui te disent ouais c'est risqué, c'est chaud, voilà il y a McDo à 300 mètres, etc. Ça je pense que c'est la première difficulté de l'entrepreneur et j'aurais aimé que tu m'en parles. Alors, ouais, alors, franchement, très mal accueilli, hein. Ça veut dire que la plupart, moi, les amis et les proches, m'ont tous dit, mais enfin, t'es malade, tu vas te casser la Va gueule, faire une sieste, comment t'es tu vas? fatigué. Mais bah, arrête, t'es bien, pourquoi tu te prends la tête? Non, fais pas ça. Le burger, t'es complètement fou. Ils sont, tout le monde est là, ils sont venus avec des milliards, les mecs. Et c'est vrai, regarde, par exemple, moi, je suis arrivé en même temps qu'un restaurant, c'était le Black and White. Black and White, c'était la marque d'un influenceur Ibra TV, voilà. Donc énormément, une grosse popularité, des millions de followers sur YouTube. Ils arrivent, ils prennent un énorme local sur Boulogne, un très beau local, franchement, sur l'avenue, etc. Et tout le monde me dit, mais ils me disent, mais regarde, il est là, il a dépensé des millions. Toi, t'arrives, enfin limite, il a envie de se foutre de ta gueule, tu vois, t'es en train de peindre le mur avec ta femme, c'est ridicule. Tu vas droit dans le mur, t'es en train David de faire contre n'importe Goliath. quoi. Tu vois, ouais, t'es en train de faire n'importe quoi. Ils viennent, architectes, ça monte en rappel. Tu vois ce que je veux dire? Nous, Ouais, à côté, t'as c'était l'Arsène qui cache les pots surréaliste. de peinture. Mais c'était surréaliste. Mais même, moi, je voyais les voisins. Mais ils se disent, mais c'est qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il est au four, il est au moulin, enfin, c'est quoi? Et c'est n'importe quoi. Et bref.
Et donc ouais, c'est vrai que ça a été plutôt mal accueilli. Enfin, ils y croyaient pas, hein. Franchement, clairement, ils y croyaient pas. Mais moi, j'y croyais, tu vois. Franchement, moi, j'y croyais. Ma femme y croyait, mon père y croyait. On était trois à y croire. Et par contre, enfin, les amis, ma mère, mes frères, etc., eux, ils y croyaient pas. Ah, ils m'ont dit, franchement, Et t'es un comment fou. toi, du coup, tu leur répondais pour défendre ton rêve, mais en même temps pas les envoyer bouler et comment, à l'intérieur de toi-même, tu vois, t'arrivais à garder le feu, te dire qu'ils sont dans l'erreur, c'est pas grave, mais moi je continue. Tu vois, comment tu Alors moi, gérais ces deux points? ah non, moi, c'est très simple. Moi, dans ma tête, enfin, j'ai toujours en tête l'Amérique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que je me dis, j'ai tellement lu de biographies et d'histoires. En fait, je suis passionné des histoires des entreprises en général. Comment j'ai toujours été intéressé par le lancement d'une entreprise, le développement d'une entreprise. Et franchement, dans la plupart des cas, 90% du temps, les gars, ils ont toujours galéré, ils ont improvisé, ils ont parfois certains d'entre eux, ils ont bluffé. Moi, l'histoire, par exemple, du fondateur de Nike, ça elle est complètement folle, tu vois. Comment il a lancé sa marque, enfin comment il a réussi à convaincre une marque japonaise d'importer des chaussures aux États-Unis. Le gars, il avait aucune expérience, il n'avait pas d'argent. Et d'un coup, il s'est retrouvé être un importateur d'une grande marque de running japonaise pour les États-Unis. Et il arrive, il s'assoit avec des avocats, il signe des contrats. Enfin, tu vois, moi, j'ai toujours pensé à ces gens-là. Chaque minute du moment où on a pris les clés, on a fait les travaux, j'ai constamment pensé à ces gens-là. J'ai toujours regardé la positivité, positivité, positivité. Et après, je me suis dit quoi? Bon, je rentrais pas trop dans les débats. Je me dis, on va voir. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Au pire, ça marche pas. Bah, c'est pas grave. C'est une expérience. Et voilà, c'est T'as tout, jamais tout douté simplement. ou les gens ne t'ont jamais fait douter? Non, moi, en fait, les gens, non. Moi, ce qui m'a fait douter, c'est les chiffres. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il te restait pas beaucoup d'argent et il fallait que tu ouvres rapidement parce que sinon t'étais à sec, Ouais. c'est plutôt ça qui m'a fait un peu flipper, tu vois. Mais les gens, non, parce que clairement, personne savait mieux que moi ce que je voulais faire, en fait. Et ce que j'avais en tête, j'étais déterminé. Et eux, je sais pas, peut-être qu'ils sous-estimaient, possible aussi. Et comme je te disais, il n'y a pas la culture. Ça veut dire que moi, autour de moi, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, malheureusement, quand tu vas dans un domaine où la plupart de tes amis sont pas dans ce domaine-là, et c'est très compliqué en fait de les, on va dire de les faire leur faire comprendre en fait ton choix, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que Ouais. quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, il va te dire bah écoute, c'est génial ce que tu fais ou je sais pas ou fais pas ci, fais pas ça, il va te donner des conseils très pertinents. Nous, on a eu très peu de conseils. Mhm. Vraiment, on a eu très peu de conseils, énormément d'informations qu'on a chopé par nous-mêmes, hein. Vraiment beaucoup d'informations, Et est-ce tu que vois. du coup ça t'a éloigné de gens que tu pouvais côtoyer et rapprocher d'autres, justement, cette aventure Exactement. Ah oui. entrepreneuriale? Ah oui, oui, ah totalement. Totalement, parce que en fait, on n'a pas du tout. C'est là que tu te rends compte que c'est difficile après. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On va plus parler des mêmes choses. On va pas voir les choses de la même manière. Et donc, naturellement, tu commences à prendre des distances parce que tu vas parler, limite, on parle deux langues différentes, tu vois. Tu vas parler, par exemple, toi, de ton quotidien, de ce que tu veux faire, de tes projets, etc., Mm. qui sont complètement différents du sien. Lui, il va plutôt te parler là, il va partir en vacances, il va réserver pour aller, je sais pas, passer un week-end en Suisse, Ouais, du dernier match de et toi, foot. enfin, toi, c'est pas, ou du dernier, exactement, du dernier match de foot, de la dernière paire de Nike. Enfin, moi, j'étais à des années, enfin, je suis à des années-lumière de ça. Moi, ça Toi, remonte. tu lui parlais de Moi, je, peinture. je parlais de peinture, je lui parle de peinture, je lui parle de ta merde, je crois que la viande elle va augmenter, c'est la merde, tu sais des trucs comme ça, mais des trucs qui ont rien à voir. Et oui, ça m'a un petit peu éloigné. Ouais, en fait, là, On ce a qui est toujours, hyper toujours, important de on comprendre, c'est discute, que on se croit. notre milieu, il peut aussi, alors évidemment, c'est pas volontaire parce que la plupart de nos proches nous veulent du bien, évidemment, mais notre milieu, alors, nous tire peut-être pas vers le bas, mais peut nous empêcher de grandir. Et ça, en fait, il faut s'en rendre compte et il faut pas culpabiliser, je pense, et t'en as un bon exemple, à vouloir t'affranchir, couper.
certaines amarres comme un bateau, tu vois, qui te maintiennent à quai, Ouais. il faut savoir couper les deux, trois cordes qui en fait vont potentiellement changer ton destin, quoi. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai des amis à moi qui sont très talentueux, mais vraiment très talentueux. Mais ils se prennent tellement la tête, ils veulent tellement le produit parfait, bah en fait qu'ils font jamais. Ils font jamais. Parce qu'en fait, le produit parfait, ils peuvent pas l'obtenir directement. Ils peuvent pas convaincre une banque de les financer. Ils peuvent pas convaincre des investisseurs de le faire. Donc, ils sont obligés au début de le faire un peu freestyle, comme moi j'ai fait. Mais ils sont talentueux, mais ils n'arrivent pas à franchir le cap. Et je leur dis toujours, mais tu n'as rien à perdre. Franchement, il y a clairement rien à perdre. Après, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je le vois au quotidien. C'est vrai que en France, c'est très très dur. Et il y a toujours une phrase en tête je sais plus si je l'ai lu ou si on l'a rapporté, etc. En général, un entrepreneur qui réussit en France, bah, il excelle à l'étranger, tu vois. Hmm. Il cartonne. C'est rare de trouver un entrepreneur français qui réussit pas à Ouais, parce l'étranger. que là, c'est Parce un qu'en fait, contexte c'est hyper tellement contraignant ici. dur, c'est compliqué. Il y a l'administratif, il y a la réglementation, il y a la concurrence. L'état En fait, d'esprit aussi. l'état d'esprit, et surtout la peur de l'échec. J'adore, moi, j'ai écouté, tu sais, j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est François-Henri Benamias, c'était le PDG d'Audemars, tu vois. On a été sur un événement une fois, on avait loué notre machine à Audemars sur un anniversaire d'une boutique, et j'ai eu la chance de le croiser, et franchement, moi, j'avais écouté quelques vidéos, j'ai lu quelque chose, quelques articles de lui, etc. Et lui, c'est un Français, mais qui a vécu aux États-Unis, tu vois. Et il parlait en fait de la peur de l'échec à la française. En fait, il a dit voilà, quand on rate en France, ben, on te met dans un coin et on te tape dessus. Tu vois, c'est de l'humiliation limite. Tu vois, t'as raté, t'es trop nul. Tu vois. Il disait aux États-Unis, t'as raté, et ben on va te redonner une deuxième chance parce qu'on sait que t'as déjà raté, donc tu ne feras pas deux fois la même erreur. Tu vois. Donc c'est une perception qui est différente mais qui est très importante. Et c'est vrai que aujourd'hui, même à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, on le voit qu'il y a tellement la peur de l'échec, parce que la peur du jugement de l'autre et la peur d'être rejeté en fait par la société et d'être un peu le rigolo, tu vois, de se dire putain, t'as vu, il s'est loupé, haha, on se fout de sa gueule, tu vois, c'est limite ça, c'est comme à l'école en fait. Et, euh, et il faut combattre ça. Faut dire que si je me loupe, ben je me loupe, c'est pas grave. Et moi, c'était mon état d'esprit depuis le début. Je rate, c'est pas grave. Franchement, au pire, je raterai pas une deuxième fois, je referai pas les mêmes erreurs, tu vois. Hmm. Bah, en fait, il y a deux choses, c'est que la première, c'est celui qui fait qui a raison en fin de compte, parce que souvent on dit écoute les gens, mais non, faut pas écouter les gens, faut surtout regarder ce qu'ils font, et c'est ça qui compte, c'est l'action. Et la C'est deuxième ça. chose par rapport à ça, c'est que pour passer à l'action, euh, il faut pas avoir d'ego, ou en tout cas d'ego mal placé. Et il Exactement. y a Ouais, beaucoup de gens par totalement. fierté justement, par rapport au regard des autres, leur propre jugement sur eux-mêmes, ils vont préférer ne rien faire euh, et te dire 10 ans plus tard, ouais, le Bitcoin, je le savais, mais voilà, je l'ai pas fait parce que ma société, ça c'est une idée que j'avais eue, mais voilà, j'avais pas le temps à ce Ouais, moment-là. Que des exactement. excuses et en fin de compte que des regrets, je pense, pour eux, et ils passent à côté de leur vie ou d'une période de leur vie. Et ils sont trop focalisés à considérer ce qu'on va penser d'eux, plutôt que, ok, ben j'avance, là il y a un succès, là il y a un échec, mais c'est pas grave, je me crée des trucs, quoi. C'est ça, c'est ça. Franchement, c'est ça. Moi, c'est ma philosophie, c'est la mienne. Je me dis, il faut rester comme ça, faut rester constant, faut rester motivé, faut pas avoir peur de se louper. Et je te jure que même les clients, par exemple, ça peut t'arriver de faire un mauvais service, ça peut t'arriver au début d'avoir un mauvais positionnement, mais d'être transparent, de discuter avec les gens et de leur expliquer que, en fait, enfin, je me trompe aussi, tu vois, je suis pas devin, je suis pas parfait. Et t'as bien vu, tu peux avoir même des ministres qui se trompent, tu vois. Tu peux avoir des chefs d'État qui se trompent. Donc à tous les niveaux. Et pourtant, les gars, ils sont préparés depuis l'âge de 12 ans pour être à ces postes-là, tu vois. Ouais, ouais, ils sont Et entourés pourtant, ils de se trompent. 36 Tu vois. conseillers, ouais, c'est pas pareil. Donc, c'est quoi, enfin, toi, ton niveau, c'est pas grave. Pas, c'est pas dramatique, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est pas reproduire deux fois la même erreur. C'est surtout ça, et après, il faut la correction. C'est surtout ça. Faut aller très vite. Ça veut dire que, faut pas perdre trop de temps. Tu vois, quand tu te rends compte qu'il y a un problème. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple, rien à voir, hein.
je manageais au début quand on venait de recruter, on a recruté mon premier gars et tout, c'était génial et tout, et c'était un Bangladais. Bangladesh, parce que de toute façon, c'est la communauté la plus le représentée dans les cuisines. Tu vois, vraiment, hein, c'est pakistanais, indien, bangladais. C'est vraiment, ils sont vraiment très bons en cuisine, tu vois. Mais tu peux pas les manager de la même manière que tu vas manager on va dire, Jean-François. Jean-François, exactement. Mais c'est trop marrant parce qu'une fois j'ai eu les deux. J'ai eu un gars qui s'appelait Ben, c'était un blond aux yeux bleus, tu vois, et lui il était là pour 2 mois parce qu'il devait partir en Australie, et j'avais Apu, lui qui était d'origine bangladaise, qui était en France depuis 10 ans, et donc voilà, ils travaillaient ensemble. Ouais, c'était une superbe expérience. C'est ça qui est vraiment bien. Mais on rebondira sur ce côté-là un peu humain à l'intérieur Hmm. d'un restaurant. Et tu ne manages pas de la même manière. Toi, tu viens, tu manages enfin, tu discutes beaucoup, etc. Et tu te rends compte que en fait, ça passe pas. Il y a beaucoup de difficultés. En fait, tu te rends compte que tu peux pas le manager de la même manière qu'un Ben. Enfin. Et là, tu fais des erreurs. Et là, parfois tu le braques en fait parce qu'il comprend pas. Tu comprends pas forcément ce que tu veux dire. Il comprend pas en fait où tu veux où tu veux en arriver. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis énormément intéressé à lui, à sa culture, à son histoire, à sa vie en général, tu Ouais, vois. t'as fait preuve Et d'empathie, quoi. Tu t'es mis dans ses exact. chaussures. Franchement, c'est vrai, tu vois. Si je reste borné, je me dis putain, mais c'est lui qui est venu. Enfin, c'est lui qui doit s'adapter à moi. Mais non, 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 on n'est pas obligé. Moi, j'aime bien aller vers les autres. Donc, je me suis adapté à lui. J'ai appris des mots en Bangladesh. J'ai appris l'histoire du Bangladesh. J'ai appris, mais vraiment, je suis allé loin. Et pour avoir beaucoup de points, enfin, pour essayer de créer un lien humain, tu vois, pas qu'un lien travail. Et parce que je voulais pas que on bosse dans une mauvaise ambiance ou dans une ambiance un peu de méfiance, tu vois, l'un ou l'autre. Et voilà. Et donc au début, on est parti sur on va dire, pas du mauvais pied, mais on se comprenait pas. Et après, bah rapidement, on a basculé sur autre chose. Et on est aujourd'hui, on bosse toujours ensemble et ça se passe super bien. Et c'est lui qui manage tout le monde, tu vois. Ouais, mais Et c'est hyper intéressant là ce que tu dis. C'est comme dans une fratrie aussi. Et même, on est tous les deux pères de famille, on le voit à la crèche. Les gens, les enfants, sont tous différents. Et on a tous besoin d'être traités différemment. Il y a des gens qui vont, par exemple, apprécier les compliments. Il y a des gens qui vont être motivés par les petites vexations, qu'on aille les chercher dans leur ego. Il y a des gens qui ont besoin d'explications. Il y en a, ils aiment pas les palabres, ils aiment et du ouais, oui-non c'est direct. ça. Et il faut en avoir conscience, et je trouve que tu as beaucoup de recul, surtout vu ton âge et ton peu d'expérience au final dans l'entrepreneuriat et la gestion d'hommes et de femmes. Il faut avoir ce recul-là et effectivement pas avoir cette prétention de se dire c'est moi le patron, tout le monde s'adapte Ah à la non, boîte, à ma façon de communiquer, et s'il y en a un qui est pas content, il bouge parce qu'en fait, tu peux passer à côté de talent et là, au final, tu as fait l'effort de le comprendre, etc. Au final, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il travaille avec toi, mais quelques temps, et ouais, il ça gère fait deux même ans là ton maintenant. équipe ou une partie des équipes. Et c'est lui qui recrute. Ouais, bah voilà, et tu l'as impliqué dans le projet, enfin c'est Et génial. vraiment, je recrute personne. C'est vraiment lui qui recrute. Ça veut dire dès qu'il y a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un extra ou on a besoin de quelqu'un parce que tu sais, il y a aussi un truc qu'on fait nous et qu'il y a dans très peu d'entreprises. C'est, tu sais, les Bangladais, c'est loin, ça coûte, c'est des billets d'avion qui coûtent très très cher et ils peuvent pas partir comme nous, genre juste 2 semaines, 3 semaines, 10 jours, tu vois. Oui, Et à donc, et même les Casablanca, cinq ouais. semaines, ouais, voilà, t'as vu, en 2 heures, t'arrives à Casa. Mais 5 semaines, c'est trop court pour eux. Et donc, dès le départ, on se met d'accord. Il me dit, écoute, moi, je vais prendre mes 5 semaines à telle période, mais par contre, je vais partir 3 ou 4 mois, tu vois, 3 ou 4 mois. Donc, t'imagines que c'est compliqué. Déjà, va dire à un restaurateur de réussir à trouver les bons employés, les bons éléments, et de pas être en pénurie de personnel, surtout en ce moment. Déjà, c'est très compliqué. Mais c'est ce Et que si j'allais te en dire, plus c'est là t'as des où tu es gars malin. qui C'est partent qu'il quatre y a une mois, pénurie de personnel et de talent. Donc, si tu leur offres pas les meilleures conditions de travail, comment veux-tu que les ouais. gens ils soient fidèles et qu'ils veulent travailler pour toi, quoi? Et c'est trop marrant, ouais, exactement. Et c'est trop marrant parce que quand le gars il doit partir 4 mois, donc 2 mois avant, il me dit, écoute, j'ai un tel qui est dispo pour travailler les 4, 5 mois, tu vois.
Ouais, ils se débrouillent Je pour lui pas dis, te bah laisser écoute, dans la panade, quoi. exactement. Et moi, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je suis pas derrière eux. Ils sont totalement autonomes. Et ça fonctionne super bien. Et au début, mais ça, c'est grâce à ma femme. Parce qu'au début, moi, je voulais absolument tout contrôler. Je me suis dit, non, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Elle m'a dit, mais fais-leur confiance. Pars, laisse-les. Laisse-les se tromper, c'est pas grave. De toute manière, t'imagines quand t'as quelqu'un sur tes pattes tous les jours. Tu peux pas travailler, tu peux pas t'exprimer. Ils sont toujours oppressés en fait. Même si toi t'es gentil, tu rigoles, t'es de bonne humeur, mais t'es là en fait. T'es tout le temps là. Ça les indirectement, bah c'est gênant, c'est oppressant. Ouais, c'est Et génial ce que tu dis laisse-les. et ce que vous avez fait là, avec ta femme. Ouais, ouais. Et non, mais et en vrai, si tu veux que ton business il se développe, il y a forcément un plafond de verre où en fait t'as plus d'énergie, t'as plus de temps à accorder à ton business. Et soit tu fais un burn-out, soit il faut faire comme vous avez fait, et vous n'avez pas eu besoin d'en arriver là, c'est de déléguer et de faire confiance aux gens. Et voilà, il y en a un qui peut prendre cette tâche, l'autre cette tâche, il y en a un qui peut superviser. On voit comment ça se passe pendant quelques jours, quelques semaines, ça se passe bien, bah nickel. Et limite, toi derrière, tu peux peut-être ouvrir un deuxième restaurant ou t'occuper un peu plus de ta famille. Et eux, ça les C'est implique, ça. ça les valorise. Mais à tous les niveaux, tu sais que même les plannings. Non, généralement, tu vas dans un restaurant, c'est lui t'impose ton planning. Il va te dire, tu travailles tel jour, tel jour, tel jour, telle heure, telle heure, telle heure. Et lui, c'est pas son problème. Il va te dire, écoute, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai vu quand je faisais des extras, je voyais les gars, leur emploi du temps, ils l'ont pas choisi, tu vois. Ils s'adaptaient à leur emploi du temps, mais comme dans beaucoup de boulot. Moi, les gars, je sais qu'ils font une heure et demie de transport pour venir habiter à Boulogne, parce que venir travailler à Boulogne. Boulogne, ça coûte très cher pour y vivre, tu vois. Et donc, la plupart, bah, ils habitent en banlieue, à La Courneuve, à Sevran, à Aubervilliers. Et donc, t'as toujours une heure et demie de transport en général, quand il n'y a pas de problème dans les transports. Et moi, en fait, ce que je faisais avec eux, je leur dis, c'est quoi que tu veux? Tu préfères travailler le matin, ou tu préfères travailler le soir, ou tu préfères travailler avec une coupure? Dis-moi ce que toi, enfin, ce que tu veux vraiment. Et le gars, en fait, à chaque fois, je me suis adapté à 90% sur ses besoins à lui. Il me dit, moi, par exemple, je préfère travailler le soir. J'ai un gars qui vient de Meaux, dans le 77, donc c'est très, Ah très ouais, loin. c'est loin en Et plus, lui, il me là, ouais. dit, moi, je peux pas bosser le matin, c'est trop compliqué, je préfère bosser le soir. Et en fait, je me suis adapté vraiment à tout le monde. Donc, je me suis pris la tête parce qu'en vraiment, quand on t'impose quelque chose, c'est toi. C'est toi que tu dois te prendre la tête, c'est pas eux. Donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Tu préfères bosser le soir? Vas-y, ok. J'ai mon équipe du soir. Vous préférez bosser le matin? J'ai mon équipe du matin. De temps en temps, parfois, quand il y a un gars qui est pas là parce qu'il a un rhume ou qu'il a eu un problème la veille ou qu'il n'a pas réussi à dormir, etc. Et bah entre eux, vraiment, hein, jamais. Moi, il m'est arrivé de venir au restaurant et de retrouver un duo, le duo du soir à midi, tu vois, parce qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont appelés pour dire, écoute, moi je me sens pas super bien, est-ce que tu peux me remplacer? Ou aujourd'hui j'ai des papiers à faire, est-ce que tu peux me remplacer? Et moi Ouais, ils sont j'arrive hyper et je vois, autonomes. ouais, grave. Mais vraiment, avec un sens des responsabilités de ouf. Je te jure, je suis Ouais, mais ça, extrêmement c'est surpris parce que moi-même, vous je suis leur avez surpris. laissé le champ, tu vois. En fait, C'est, c'est l'entreprise avant. Ça veut dire que moi, ils sont pas là pour me faire plaisir. Ils le font pas pour moi. En vrai, ils peuvent bosser partout, clairement. Mais ils le font pour l'entreprise. Ça veut dire qu'ils se sentent bien chez nous. Ils se sentent bien dans cette entreprise-là. Et ils ont la responsabilité de se dire, on peut pas faire n'importe quoi. C'est une entreprise. Il y a des clients. Ça se passe bien. Les gens sont contents. On peut pas planter comme ça où on doit toujours trouver des solutions. Si aujourd'hui je fais mes papiers le mardi, eh ben, je prendrai pas de rendez-vous tant que je me suis pas mis d'accord avec un des gars pour me remplacer. Tu vois? Et ça, sans mon accord. Je sais même pas ce qui se trame. C'est-à-dire, j'arrive, des fois, je vois une nouvelle équipe. ah, Je mais leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? c'est génial, Ouais, ouais, non, ils sont libres. parce que Fad, il est parti faire ses papiers. Aujourd'hui, il avait besoin de déposer ça à la Sécu, etc. Je lui dis, ah, ok, bah, écoute, pas de problème, hein. Vas-y, ok, super. Impeccable. Franchement, Ouais, c'est c'est ouf. incroyable. Euh, Là, on arrive sur la fin du podcast, donc j'ai une dernière question, enfin une dernière question et deux petites questions à te poser. La dernière Ouais, question, et en faisant rapide, vraiment, c'est limite ouais. un mot ou une phrase. Euh, Quel conseil, s'il devait n'y en avoir qu'un, tu donnerais à quelqu'un qui veut monter son affaire, qui veut entreprendre? Qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase? La persévérance. Je te jure, il n'y a pas plus fort que la persévérance. La persévérance, elle va au-delà, pour moi, elle va au-delà de tout. Du talent, vraiment la persévérance. Il faut persévérer. Quand tu as une idée, il faut aller à fond.
C'est tout. Hmm. Franchement, c'est tout. C'est trop puissant, en fait, la persévérance. En fait, il y a rien qui peut te freiner quand t'es persévérant. T'as pas peur. Même la maladie, enfin, même des fois, les douleurs, quand t'as mal, t'es malade et tout, bah, t'iras toujours bosser et t'iras toujours, et même si t'es pas présent en physique, et bah, tu vas bosser de la maison, tu vas bosser d'un peu partout. Tant que t'as ton téléphone portable, tu vas toujours être productif. Et donc, moi, pour moi, c'est vraiment la persévérance. Vraiment. Super. Euh, Est-ce que tu as un livre, tu parlais des autobiographies notamment tout à l'heure, un livre à Ah conseiller, ouais. pas forcément voilà sur l'entrepreneuriat, mais un livre à conseiller à nos auditrices et auditeurs? Alors pour moi, c'est Phil Knight, L'art de la victoire, le fondateur de Nike. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Le livre, il est exceptionnel. Pour moi, c'est ma thérapie. Je suis pas bien, je lis. Ok, bah écoute, génial. Ouais, je l'ai lu plein de fois, hein, mais vraiment, mais ouais, c'est Ouais, Phil tu Knight. nous en as Vraiment, je le parlé tout à conseille l'heure. vraiment. Ouais, je le conseille vraiment aux gens. Il a une histoire exceptionnelle. Vraiment une histoire exceptionnelle, une histoire très douloureuse aussi, d'un point de vue personnel. Il a connu des moments très, très, très difficiles. Mais vraiment, c'est pas que la success story, c'est vraiment aussi l'humain, vraiment l'humain. Au-delà de la marque Nike, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Et alors peut-être de ce livre, mais une citation. Ah bah facile, hein, la citation d'Einstein, hein, il n'y a pas de, euh, on va dire que tenez-vous, moi pour moi, hein, c'est tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque problème, C'est pour pas chaque mal ça. solution, pardon, pour chaque solution, excuse-moi. Oui, ils ont un problème pour chaque solution. Voilà, pour moi c'est ça. Voilà, ça te résume à peu près un peu l'état d'esprit des proches au début quand on s'est lancé. Oui, oui, et toi, t'es à l'opposé, ça, on l'a bien compris, Voilà. et ton enthousiasme est contagieux, c'est hyper chouette. Il nous reste là 2 minutes, donc ce que je te Ouais. propose, c'est de conclure, de nous parler ben, du sujet que tu veux rapidement ou des actualités de ton restaurant, et on en restera là pour cette fois en tout cas. Alors, l'actualité, c'est vrai on est en train de faire un labo de production qui est quasiment fini à Puteaux pour décharger en fait la préparation sur le restaurant. Donc, un labo où on centralise toute notre prépa, tous nos achats, et en espérant en ouvrir d'autres. Et on a préféré, avant de chercher à en ouvrir absolument un autre ou à convaincre des investisseurs, etc., on a d'abord privilégié la logistique et le modèle, en fait. Encore une fois, le modèle. Donc, c'est vrai que nous, on est vraiment en autofinancement et on s'est dit, si on veut que le modèle soit viable, il faut ben, à la fois, bien sûr, avoir une bonne base de clients, vendre, avoir un bon produit, avoir une bonne rentabilité, mais surtout aussi, il faut avoir un bon process de travail, de production. Et pour avoir un bon process, et quand tu veux faire du frais et avoir toujours une qualité constante, il faut avoir un endroit où tu centralises ta préparation. Et avant d'en ouvrir un autre, on a d'abord travaillé sur la logistique et la préparation. Donc c'est un peu ça l'idée. Et après, si on veut rêver, tu vois, moi je rêve tous les jours. Donc tous les jours je rêve. Et je me dis, mais ça serait un kiff d'être un jour une chaîne, peut-être une chaîne de restauration rapide, made in France, qui arrive un jour à un peu à concurrencer les Américains. Ça serait mon rêve, tu vois, Ah mon bah rêve ça c'est ultime. un super beau mot de la fin. Je pense que Ouais. voilà, on peut partir là-dessus et c'est un hyper bel objectif. Larsen, pardon, je me rends compte que je prononçais mal ton nom Non, jusqu'ici. non, 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 tu peux prononcer les deux, tu peux prononcer les Bah deux, non, non, moi t'inquiète. j'aime bien prononcer. Donc Larsen, il y a un H à la marocaine. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et tu nous as appris plein de choses. J'espère que tu as passé un bon moment et qu'on se Super revoit moment. très bientôt. Et bravo à toi, franchement bravo à toi, merci encore pour l'invitation. Et très content d'avoir fait ce podcast, c'est mon premier podcast. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, une grande aventure avec le podcast et plein dans tout ce que tu entreprends. Pareil Et pour vraiment toi, bravo à pareil toi. pour Et vous je même. pense que c'est important aussi de remercier la personne qui nous donne la chance de nous exprimer aujourd'hui. Bah, bien sûr, avec grand plaisir. Salut Larsen. Salut, salut Vincent, merci.